Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Tactic Ogre Reborn. Reborn, et oui, je parle du vieux jeu Tactic Ogre de 1995, mais Reborn en 2022. Si vous étiez comme moi, puis déjà en 1995, du haut de mes 3 ans, j'étais déjà un grand fan fini des jeux de stratégie en grid. Vous m'avez sûrement entendu sur la chaîne en parler vraiment souvent de ce genre de jeu-là. C'est un type de jeu que j'apprécie au plus profond de moi, de contrôler une armée avec plein de petits carrés comme un jeu d'échecs plus complexe. J'adore ça. J'adore ça. C'est le genre de jeu que j'aime vraiment beaucoup. Mais évidemment, même si c'est un style que j'aime vraiment beaucoup, aujourd'hui, on va aller regarder les images et on va se demander, est-ce que le remake de 2022 vaut la peine et est-ce que c'est pour vous? Évidemment, avant ça, quelques petites informations. Le jeu a été sorti le 11 novembre 2022. Donc, c'est un jeu qui a été remake quand même assez récemment. Puis ici, j'aime ça. On parle pas d'un jeu qui a été fait en 2010, remake en 2020. On parle d'un jeu de 1995, remake en 2022. Fait qu'un jeu qui est quasiment au début des jeux vidéo, ou du concept des jeux vidéo un peu plus poussé que des petits jeux d'arcade. Et on avance ça jusqu'à récemment. Puis, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça vaut la peine? Et évidemment, si vous ne saviez pas, ça a été fait par Square Enix au début. Ça a été refait par Square Enix. Pas besoin de vous nommer les 875 milliards de jeux que possède Square Enix. Mais les plateformes pour jouer à Tactic Ogre Reborn, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Microsoft Windows, si vous décidez de jouer entre autres sur Steam ou sur votre ordi. Rapidement, les distinctions entre la première version et le Reborn. On s'entend, c'est pratiquement le même jeu, sauf une grosse différence qui est les cartes de magie. Dans la version Reborn, sur la map, il y a des points d'objectifs qui sont des cartes de magie. Puis si vous allez les chercher avec vos personnages, ça va souvent vous donner soit un tour supplémentaire en plus de vous donner des bonus, soit un bonus de défense, un bonus sur votre attaque et ainsi de suite. Donc ça rajoute un peu une stratégie différente au jeu si vous avez l'habitude de jouer de façon beaucoup plus défensive dans la version de 1995, où souvent ce genre de jeu-là essaie que tu fasses l'ennemi rentrer dans ton range d'attaque, puis une fois que l'ennemi est dans ton range d'attaque, là, t'attaques le premier, fait que t'as l'avantage de l'avoir affaibli avant qu'il commence à t'attaquer. Alors que dans la version Reborn, tu dois vraiment essayer de te battre pour ces cartes-là, ou souvent essayer de te battre pour ces cartes-là, ce qui va changer ton approche face à la stratégie. Fait que même si vous aviez joué à Tactic Ogre de 1995, vous décidez de rejouer à la version de 2022, vous n'allez pas pouvoir faire les missions de la même façon, donc le jeu est rejouable sans trop se compliquer la tête ou se dire, bon, je vais vraiment devoir faire un autre build. Dans les limite, vous pourriez faire exactement le même build, mais vous ne pourriez pas faire son application dans les missions de la même façon. Sinon, le seul autre modification, c'est le level cap. Dans le jeu original, dans les vieux jeux, vous pouvez juste vous power leveler, là, vous pouvez faire la même mission en boucle, avoir 50 levels en haut de votre ennemi si vous voulez, puis faire les missions vraiment facilement. Alors que dans la version remake, vous êtes level cap, ça veut dire que les majorités des missions difficiles du jeu vont rester difficiles, vous pouvez pas vraiment les cheat, vous devez juste essayer d'être un meilleur stratège. Ça, pour moi, très, très gros point positif. Pour les cartes de magie, pour moi, ça change rien. C'est juste, tant qu'à faire un jeu, au moins, ça rajoute de la rejouabilité. Je pense que ça va être mon opinion finale, mais est-ce que c'est un bon système ou un mauvais système? Concrètement, je m'en fous. Le jeu prend environ 54 heures à vaincre, mais si vous êtes un gamer qui aime avoir contrôle de tous les aspects du jeu, on parle ici d'un 173 heures. Là. Donc 175 heures, c'est sûr qu'il rentre dans son mandat, mais ça reste que c'est un jeu de Square Enix, paru il y a juste 2 ans. Le remake, le jeu est encore 66,99 sur Steam. Probablement que sur toutes les plateformes, vous allez regarder, il va être quand même encore assez cher. Ça reste que pour moi, honnêtement, autant que j'adore les jeux tactiques, je trouve qu'un jeu de grid où les graphiques sont pas parfaits, parce que si on parle de... C'est un remake, un repolissage d'un vieux jeu de 1995. Pour moi, ça vaut pas 70$ Square Enix. Plusieurs fois, je l'ai dit pour leur jeu, mais ils essaient de vraiment milk tout le monde en disant que 100% de leurs jeux sont des AAA. Mais je pense que la majorité des compagnies gagneraient à vraiment être réalistes par rapport aux jeux qu'ils font, quitte à diminuer certains aspects du jeu pour vendre un jeu qui est plus dans un bracket de prix que rapport à ce qu'ils proposent. Un jeu gridaire en ce moment de Tactic Ogre Reborn. Je vous ai parlé de Sword of
of Candelaria comme jeu de cellulaire il y a quelques mois, ben le jeu, il est gratuit. Il est pas 70$, il est gratuit, puis il y a à peu près exactement les mêmes graphiques, la même profondeur de stratégie. Fait que c'est sûr que c'est difficile de vous dire, ah, absolument, allez payer 70$. Mais si comme moi, vous êtes des tripeux de jeux de grid, ou encore, vous étiez des tripeux de Tactic Ogre quand il était sorti et vous saviez pas qu'il y avait un remake, ben, on va regarder quand même les images, puis au final, ça peut quand même être pour vous, parce que ça a été pour moi. Hein. J'y ai joué, je le possède. Donc, quand vous commencez, vous avez certaines questions à répondre pour votre destinée et vous choisissez votre déesse. Une fois que c'est fait, on est lancé dans les cinématiques. Et ça, on a du voice act. Moi, j'apprécie toujours le voice act. Ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes pour me faire parler des personnages, la majorité du jeu, je veux que les personnages aient une voix à laquelle je peux m'attacher. Les textes sont quand même assez bien écrits. Je trouvais que c'est un fun qui se lit bien. C'est très gros. Bref, tous les aspects, narration, lore du jeu, très bien fait. C'est pas une histoire incroyable, c'est une histoire vraiment classique de cette époque-là, 1995. Si vous avez joué à beaucoup de jeux dans ces années-là, ben vous allez rapidement comprendre de quoi je parle. C'est un groupe d'enfants laissés pour compte qui veulent changer le monde dans lequel ils vivent pour le meilleur. Mais évidemment, pour ça, il va falloir prendre les armes et vaincre le méchant gouvernement qui essaie de nous détruire. Donc, c'est ce qu'on va faire, une mission à la fois. Dans la majorité de ces jeux-là, se déplacer est assez simple. Donc, quand vous êtes sur votre personnage, vous voyez toutes les tuiles sur lesquelles vous pouvez marcher. En dessous, vous avez aussi la ligne d'initiative, donc l'ordre dans lequel les personnages vont jouer les uns après les autres. Lorsque vous terminez de vous placer, vous pouvez décider dans quel sens vous allez faire face. Parce qu'évidemment, certains coups donnés dans le dos vont avoir des dégâts avantageux ou plus de chances de toucher l'adversaire. Donc, vous devez essayer de faire face à l'ennemi le plus souvent possible. Quand vous êtes dans le menu d'un personnage, vous pouvez vraiment avoir toutes ses stats, son nom, sa classe, son type. Ça, c'est un peu comme le roche, papier, ciseaux ou encore, comme j'aime m'appeler, le tableau Pokémon. Certains types ont des avantages contre d'autres types. Ça vaut la peine de les apprendre et de les utiliser. Vous avez aussi le clan, son allégeance, ses skills, ses spells, ses items, ses finishing moves. Évidemment, le personnage est level 1 vient de commencer, il n'y a rien. Ses stats et ses autres stats. Parce que ça, c'était pas assez de stats. Ça, c'était plus de stats. Hein? Plus de stats, plus de stats. Donc, les éléments dans le jeu sont air, terre, éclair, eau, feu, glace, lumière et ténèbres. Il y a des skills dans le jeu qui vont être des support skills. Ces skills-là sont des passifs à votre personnage. Donc, votre personnage bénéficie toujours de l'avoir sur lui. Vous n'avez pas besoin de l'activer. Alors que certains skills vont être des active skills. Ça, évidemment, il va falloir que vous les activiez. Donc, si vous pouvez choisir les menus, vous avez des menus simples. Quand vous arrivez sur un sac, comme en ce moment, il y avait un sac. Si je termine mon tour dessus, je vais ramasser ce qu'il y a. Je décide de lancer une roche parce que je me rendais pas. Ramasse le sac, ça vous donne les objets tout de suite. Si vous décidez de ne pas aller sur le sac, vous auriez les objets plus tard, une fois que la mission est terminée. L'avantage d'aller les chercher tout de suite, c'est que s'il y a des consumables ou des choses que vous pouvez changer sur votre personnage immédiatement, ben vous pouvez prendre une action pour le faire. Mais évidemment, c'est pas 100% nécessaire. Des fois, vous avez un bonus à aller chercher. Je pense que vous pouvez avoir plus d'items si vous ramassez réellement tous les sacs, mais c'est pas nécessaire que ça va être. Donc, si certains skills sont passifs, qu'on a un pouvoir Meditate s'activer sur le mage, je vais juste reculer un peu pour qu'on puisse le revoir. Donc, si Heal, c'est pour healer. Par la suite, mon tour de mon mage commence, il active Meditate, ça récupère de la mana avant qu'il joue, et par la suite, il peut lancer une Fireball. Puis on voit un peu ce que je veux dire par les animations, ça a été un peu polish en 1995, c'était un peu moins beau, mais ça reste qu'ils ont gardé exactement les designs graphiques de l'époque, les petites animations simples, la Fireball, une petite balle de feu en haut qui va en ligne droite, qui frappe l'ennemi. C'est pas des animations à tout casser, mais sont pas non plus désagréables. On parle pas d'animation que j'ai envie de vomir, mais c'est pas une animation qui est un S+. Oh my god, c'est tellement beau! Contrairement à Final Fantasy Tactics, quand vous arrivez sur une mission, plutôt que juste être un cercle, vous terminez la mission, puis ça l'active l'autre cercle, souvent vous allez rentrer dans des cercles qui sont un peu plus grands, évidemment si c'est pas des villes, mais vraiment comme des donjons d'instance. Donc vous êtes à la porte, puis vous devez réussir chacune des missions de la ligne d'instance jusqu'à la fin. Alors que vous êtes dans la ligne, mais vous êtes restreint par être dans le donjon. C'est important d'essayer d'être vraiment prêt quand vous rentrez dans un donjon, ou peut-être avoir 2 saves, une pour quand vous êtes dans le donjon, puis une à l'extérieur du donjon, comme ça, c'est un peu trop dans le marde. Mais il est toujours possible de revenir plus tôt, farmer plus, essayer d'avoir des meilleurs équipements ou apporter une autre armée dans le donjon.
Donc, rapidement dans le jeu, plusieurs personnages vont rejoindre votre party, ce qui va vous donner une belle flexibilité d'utilisation des personnages. Vous pouvez vraiment faire une armée comme vous avez envie de la faire. Comme ici, on peut voir que Abelard, lui, il n'est pas Lightning, il est plutôt Air. On peut voir tous ses équipements, mais on peut voir ici que des spells, lui, de disponibles déjà, ainsi que des skills qui existent déjà. Évidemment, il n'y a pas juste les tuiles dans lesquelles vous allez avoir les combats. Il y a les tuiles dans lesquelles il y a les Town and Castle. Si vous les avez libérés, ben, vous pouvez avoir accès à leur shop, des Train Common pour donner des nouveaux skills à vos personnages, les faire monter de niveau, leur donner des différentes stats. Puis aussi, c'est une bonne façon de racheter les items nécessaires pour récupérer des HP en combat, donc les potions et ainsi de suite. C'est aussi un des endroits dans lesquels vous allez pouvoir changer de classe. Changer de classe permet à un unit d'essayer différentes classes. Ça, c'est un aspect que j'adore des jeux de ce temps-là. Il y avait une belle versatilité, je trouve, des classes. Tu peux donner des stats à quelqu'un. Mettons, toi, tu sois mon priest pour monter ta magic stat. Après ça, j'ai plus besoin que tu sois un priest. Je veux que tu deviennes un mage de dégâts, mais t'as déjà monté ta magie, fait que c'est pas grave. Tout ce genre de flexibilité-là, j'apprécie beaucoup dans un jeu. Et aussi, vous allez débloquer les finishing moves. Les finishing moves, ça permet à un unit, dépendamment de leur arme, de faire des skills précis dans le jeu. Évidemment, après mon 1 heure de jeu, j'en avais pas beaucoup, je peux pas vous en parler en détail, puis je me souviens pas beaucoup de mon playthrough de 1995 aussi quand j'avais 3-4 ans. Mais sachez que c'est un peu comme un équivalent d'un ultimate, mais c'est beaucoup fait par rapport à l'arme que vous avez décidé d'équiper pour votre soldat. Votre équipement, vous pouvez le changer pour des meilleurs équipements, donc un aspect RPG. Si je voulais changer mon armure, donc vous avez l'armure qui est une robe ou l'armure de métal, qui vont pas donner les mêmes résistances, peut-être vont vous donner de la magie, peut-être qu'ils vont vous donner de la résistance physique à la place, et toutes les informations sont disponibles quand même assez facilement. Vous pouvez équiper sur un personnage jusqu'à 4 items, et vous pouvez équiper ceux que vous voulez parmi votre liste que vous possédez. Donc, vous pouvez décider de mettre, je sais pas moi, vous avez 8 items, vous en mettez 4 à un, 4 à l'autre, puis tout le reste en ont pas. Ou vous pouvez décider d'en mettre juste 1 ou 2 à chacun de vos personnages pour que chaque personnage ait des options. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire avec vos persos. La même chose que pour les équipements peut être vrai pour les skills. Donc, si vous cliquez sur vos skills, vous allez avoir votre tableau de toutes les skills que vous pouvez utiliser avec le personnage comme Abelard. Mais ici, on peut voir que je peux mettre ce nouveau skill-là dans ma barre ici, à côté de MP et de coup de bâton dans la tronche. Et ici, je vais pouvoir faire ma ligne de skill. Je préfère aussi une ligne de spell, placer mes finishing moves, puis c'est comme ça que vous allez customiser votre personnage comme vous avez envie. Quand vous rentrez dans une mission, vous allez avoir un objectif principal. En ce moment, je cache, c'est Vanquish the Enemy. Donc, c'est simple, il suffit de gagner contre les ennemis. Mais vous avez aussi des bonus objectifs qui vont vous donner des récompenses supplémentaires. Donc, si c'est Win with a Rune Fencer or a Valkyrie in the Battle Party. Donc, c'est 2 types de classes. Si je mets un de ces personnages-là dans mon party puis je gagne, j'ai un bonus supplémentaire. Avant de lancer la mission, une fois que vous savez l'objectif, vous pouvez placer comment vos soldats vont commencer sur l'option qui vous propose. Donc, en ce moment, j'ai un 3x4 et je peux décider de placer mes soldats comme je veux dans un 3x4. Ici, on peut voir que mon personnage est en train de préparer une attaque au corps à corps contre l'ennemi qui est juste à côté de lui. Donc, on peut voir le nombre d'HP que je vais enlever au personnage si je réussis à le frapper. On peut voir mon pourcentage de chance de réussir cette attaque-là, ainsi que les stats des 2 personnages. Donc, on peut voir ici que Paul, l'ennemi, a 199 HP, donc si je fais 192, il va survivre, ce qui me permettrait de peut-être pouvoir choisir une autre attaque, faire un peu plus ou un peu moins, ou si je vois que en ce moment, j'utiliserais une attaque qui me coûte de la mana, mais que je suis pour ne pas le tuer de toute façon, ben peut-être que ça vaut la peine de faire une attaque de base et ainsi de suite. Donc, toutes les informations avant de cliquer pour votre attaque sont disponibles pour vraiment analyser est-ce que c'est ce que vous voulez faire. Donc, je décide de le faire, j'attaque, fais mon crit et par la suite, je termine mon tour et je regarde à l'autre place. Et vous pouvez donc continuer ainsi de suite d'un personnage à l'autre. Donc, mon analyse de Tactic Ogre Reborn, c'est que moi, personnellement, j'adore ce genre de jeu-là. Est-ce que c'est le meilleur dans ce genre de jeu-là de tous les temps? Non. Est-ce que j'étais content de pouvoir y jouer avec une version un peu plus polish puis qui me donne moins envie de jouer en 1995, mettons, à la version de base? Évidemment, il me donne beaucoup plus envie de jouer à la version Reborn qu'au jeu de base. Donc, pour moi, c'est un remake qui est réussi dans son mandat d'être un bon remake. Après ça, par contre, on parle d'un jeu qui est très, très cher, je trouve, pour ce qu'il propose. Fait que je peux pas y donner une note qui serait vraiment incroyable. Fait que je vais y aller pour un 7 sur 10, mais un 7 sur 10 où si vous le voyez en rabais, ou si vous avez été fan de Tactic Ogre Reborn, ou si comme moi, vous étiez fan
des Final Fantasy Tactics et Final Fantasy Tactics Advance, mais c'est exactement dans le même spirit de jeu. Donc, c'est objectivement un 7 sur 10, mais pour moi, c'est un 8 sur 10 dans mon cœur parce que c'est le genre de jeu qui me fait du bien à jouer. Donc, j'espère que vous aurez apprécié, que je vous présente ce petit remake d'un jeu nostalgique pour moi et j'espère vous voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!